Bonjour et bienvenue dans les TBO. Aujourd'hui, je vous propose un saut dans le passé. Voilà pourquoi nous sommes sur le site de l'ancienne abbaye de Landévennec. Tout l'été, elle propose de partir sur les traces de l'empereur Charlemagne. On en parle dans un instant avec nos invités, mais tout de suite, retour sur l'actualité de ce jeudi 3 juillet dans le Finistère. Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée au numérique, était à Brest ce jeudi. Elle a visité le forum des entreprises innovantes à l'école Télécom Bretagne. Frédéric Lorenzon était sur place. Axelle Lemaire s'est offert une plongée virtuelle à Brest. Ce jeudi, la secrétaire d'État au numérique a pu tester elle-même le savoir-faire brestois, comme ce simulateur de plongée. Il n'y a plus besoin de faire de plongée. Après avoir côtoyé les poissons virtuels, Axelle Lemaire est restée dans le bain. Elle a rencontré des entrepreneurs de start-up brestoises, des patrons innovants, mais parfois limités dans leur développement économique. Et ensuite, ce projet de recherche, il nous faut l'industrialiser et il nous faut lever des fonds. Mais on nous dit, mais non, vous êtes beaucoup trop petit. On a une réelle difficulté à attirer des talents. Sur la disponibilité des fonds, je crois que vous touchez là un vrai sujet. Pour soutenir les start-up innovantes, Brest postule au label French Tech, un label qui permettra à 12 métropoles de bénéficier de 200 millions d'euros de financement, mais pas seulement. L'idée, c'est aussi dans une troisième étape de mettre en réseau toutes les métropoles French Tech pour que la French Tech, moi je puisse en parler à l'international et que derrière, non seulement on fasse croire nos entreprises en France et qu'elles créent des emplois en France, mais qu'on puisse aussi attirer des investisseurs français et étrangers. Je peux vous dire que j'ai vécu à l'étranger et que c'est quand on est à l'étranger qu'on les voit les atouts de la France. Et Axelle Lemaire a annoncé aussi la création d'une agence du numérique à l'automne prochain. Objectif de ce nouveau service public, animer le réseau French Tech et prendre en compte les usages du numérique. L'équipe de France de football affronte l'Allemagne en Coupe du Monde ce vendredi. Une situation qui ne s'était pas reproduite dans ces circonstances depuis 1982. David Cormier est allé à la rencontre des Finistériens. Il leur a demandé ce qu'évoquait ce match entre les deux nations. Ça m'évoque un rendez-vous d'embauche dans une entreprise qui m'a embauché d'ailleurs à l'époque et dans laquelle j'ai passé 15 ans de ma vie. Donc c'était juste le jour de France-Allemagne, donc c'est pour ça que je me souviens. Les dents de Battiston, qu'il a perdu, je crois 2 ou 3 dents avec Harald Schumacher qui est sorti de façon un peu odieuse, un peu dangereuse et un match fabuleux. Ça me rappelle surtout la fin du match, Schumacher qui avait agressé, si on peut dire, Battiston, après les pénaltys. Ça finit par une série de pénaltys, si ma mémoire est bonne. La France menait 3-1, ça s'est mal fini, quoi. Battiston se fait fracasser par Schumacher. Il méritait plus qu'un carton rouge et peut-être quelques matchs de suspension. Et il en est sorti, si je me rappelle bien, blanchi, quoi. Il n'a même pas eu un carton jaune, alors qu'il a fait un attentat sur Battiston qui a dû sortir aussitôt et qui a été emmené sur une civière. Finalement, ça fait 32 ans, c'est le seul souvenir que j'ai, quoi, on peut dire. Il y en a qui ne manquent pas d'idées pour soutenir l'équipe de France de football. Aurélec-Quirion, le patron d'un restaurant boulangerie, cuisine depuis le début de la Coupe du Monde un burger bleu-blanc-rouge. Reportage de Xavier Patrijon. Ils sont jeunes et pour avoir eu une idée comme cela, ils sont forcément fans de football. Pour supporter l'équipe de France tout en continuant de faire tourner son restaurant boulangerie au Aurélec-Quirion, le gérant y a mis toute sa bonne volonté. J'ai décidé d'organiser et de diffuser les matchs de la Coupe du Monde, et surtout de l'équipe de France donc dans la boutique. Le fait de me motiver et de, entre guillemets, taquiner le boulanger en disant que j'étais le seul à organiser ça, et il a décidé de participer à l'événement et de fabriquer et d'inventer le burger bleu-blanc-rouge. Et pendant que les clients commencent à arriver, c'est en cuisine que Ronan confectionne son pain spécial. Au bout de 2-3 tests, on a réussi à mettre au point les couleurs, et puis de là on est arrivé à sortir des pains bleu-blanc-rouge. Les soirs de match, c'est plus d'une trentaine de burgers tricolores qui sont écoulés. Alors je pars sur une base de pain italien, en fait, de pain ciabatta. C'est là une pâte assez blanche en fait, parce que bizarrement le plus dur c'était pas avoir le bleu et le rouge, c'était avoir une pâte bien blanche au milieu. Et donc de là ensuite j'avais des colorants à chocolat pour mes chocolats. Ensuite on fait une petite sauce, on fait des petits oignons grillés, un petit peu de cheddar, un steak et puis voilà tout simplement le burger classique.
Et qui dit midi ensoleillé, dit client plutôt discret. Du moins pour les burgers. Nous sommes donc sacrifiés et ça vaut le détour. Alors en effet, supporter l'équipe de France peut mériter ces quelques calories. Nous sommes à l'ancienne abbaye de Landévennec. Ici, tout l'été est ponctué d'animations et d'innovations 3D. Pour en parler avec moi, Bernard Hulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ancienne abbaye de Landévennec, ici. Alors, c'est l'année Charlemagne, c'est la date anniversaire de sa mort, donc 1200 ans après. Vous avez voulu mettre à l'honneur ici la période carolingienne et la vie des moines. Pourquoi avoir choisi de célébrer Charlemagne comme ça, ici, au-delà de cette date anniversaire ? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais ça correspond vraiment au moment fort de l'histoire de l'abbaye. Charlemagne et ses descendants, ça correspond à la belle époque de Landévennec, à ce qu'on peut appeler l'âge d'or de Landévennec. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'il y avait eu une époque carolingienne ici ? Non, avant que les archéologues ne découvrent les vestiges carolingiens, on n'aurait pas pu le dire. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre ici pour vous tourner vers cette année Charlemagne ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Le visiteur, il trouve quoi ? Alors en fait, ce qu'on a voulu dire, c'est que si la Bretagne, à l'époque, a une position particulière dans l'Empire carolingien, sur le plan culturel, elle participe complètement à ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. Et on a choisi de le dire d'abord à travers les plantes, une histoire de plantes, des moines et des plantes. Donc ça, c'est une exposition, justement, effectivement. Ici, il y a aussi un jardin. Donc Ouais. vous avez décliné le thème. Voilà, dans le jardin de Simple et dans le potager, on va retrouver les plantes qui sont attestées à cette époque-là. Comme par exemple ? Comme par exemple le chou, comme par exemple la laitue, comme par exemple le poireau. Eh bien tout ça, on le connaît déjà à l'époque de Charlemagne. Vous avez voulu, en somme, faire quelque chose d'assez ludique ici ? Voilà, ben le soir, justement, il y a 5 rendez-vous pendant l'été où l'abbaye est mise en lumière et où on va partir à la découverte de cette époque-là. C'est d'imaginer comment était l'abbaye au temps des Carolingiens, au temps de Charlemagne et de ses descendants. Et donc, le guide raconte et en même temps, le monument est mis en lumière. Et des concerts. Et des concerts le jeudi, des concerts et des spectacles. Avec des habitués tels que Gulvenka, Cécile Corbel, Nolwenn Arzel. Des spectacles, pour la première fois cet été, on propose du théâtre avec Entre ciel et chair, c'est l'histoire d'Héloïse et Abélard, fameux amants du Moyen-Âge. Et ça, c'est votre coup de cœur. Voilà, parce que c'est Héloïse qui nous raconte cette histoire. Et c'est un très beau texte. Pour plus d'infos, il y a évidemment votre site internet. Merci beaucoup Bernard pour toutes les informations. On va retrouver tout de suite Annie qui est archéologue. Bonjour Annie, vous êtes archéologue ici en Finistère. Là, nous sommes sur le site de l'ancienne abbaye de Landévennec. Il y a 11 dessins qui ont été réalisés, des animations 3D. Donc vous avez fait partie de ce travail-là qui représente le monastère au 9e siècle. Concrètement, comment on en arrive à un tel résultat ? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode et technique ? Voilà, c'est un travail de très longue haleine de toute façon. Dès le début des fouilles, dès le premier chantier de fouilles, on fait à la fin, au fur et à mesure, on fait les relevés de toutes les structures qu'on trouve, le relevé à l'échelle, en dessin, sur papier millimétré, on fait le relevé. Petit à petit, ces plans déjà relevés sont localisés d'une façon très précise et sont réunis pour faire un plan d'ensemble des structures. À partir de ce plan d'ensemble, il faut pouvoir dater chacune des structures. Une fois daté, chaque structure permet de reconstituer un plan. Si toutes les structures datées du 9e sont mises ensemble, et ça donne le plan du 9e, les structures du 10e sont mises ensemble, etc. etc. Et ici, du coup, vous avez eu besoin de combien de temps de fouilles pour en arriver à cette modélisation ? Il y a les fouilles qui ont commencé en 78, qui se sont terminées grosso modo en 2000, 2001. Et à partir de ce recherche archéologique, de ces recherches-là, on arrive à imaginer ou à se dire comment était le bâtiment au 9e siècle, c'est ça ? Oui, on arrive de toute façon à faire un plan avec les portes, les fenêtres pas tellement, pas souvent, juste une partie des fenêtres, mais on a quand même la disposition du bâtiment du 9e siècle. Après, on ne l'a pas eu immédiatement, on ne l'a pas eu en 1980, c'est arrivé assez tardivement, mais en 90 par exemple, on a pu faire déjà des relevés, enfin des restitutions en 3D. Il y a la maquette qui est dans le musée et puis il y a une vue axonométrique qu'on avait fait. Qu'est-ce que ça apporte en fin de compte de plus, et pour vous et pour le public ? Ça apporte c'est le fait de pouvoir choisir l'angle de vue essentiellement,
et donc à partir de l'angle de vue qu'on a choisi, de pouvoir faire une restitution comme il y a sur les panneaux. Et c'est vrai que nous, visiteurs, on se projette beaucoup plus. Merci beaucoup Annie, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour plus d'actu dans le Finistère. Ciao.